dirais que pour moi, le temps, c'est peut-être le principal ennemi de la formation. Alors, vous allez peut-être vous dire, oula, on est sur de la philo, un super sujet de philo, mais en fait, c'est très concret, je m'explique. Par exemple, vous avez entendu parler de rapid learning, et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière la promesse de ce nom? Uniquement de la rapidité. De la rapidité dans la conception, de la rapidité dans la consommation et peut-être aussi de la rapidité dans l'oubli. Un deuxième exemple de cet élément central, vous avez aussi tous entendu parler de l'obsolescence des compétences. Il y a quelque temps, Accenture avait diffusé une étude dans laquelle ils estimaient que dans les années 80, l'obsolescence de compétences était à peu près de 25 ans et aujourd'hui elle est de 5 années. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, le principal problème des collaborateurs dans les entreprises, c'est le temps disponible pour se former sur leur temps de travail et que finalement, vous le vivez aussi. La formation est arbitrée à côté des urgences, des priorités quotidiennes et opérationnelles. Et puis, un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit, qui est celui de la courbe de l'oubli. Ça date du 19e siècle. Il y avait un philosophe allemand qui a théorisé la courbe de l'oubli et qui explique notamment effectivement que l'acquisition de savoir, ça doit se faire dans la durée, ça doit se faire avec, et Cécile l'a dit, avec des répétitions de l'ancrage. Voilà. Donc tous ces éléments, et il y en a certainement plein d'autres. D'ailleurs, ça m'intéresse que vous puissiez contribuer si vous pensez à d'autres éléments qui illustrent cette notion centrale du temps par rapport à la formation et à l'acquisition des compétences. Alors pour aborder ce sujet-là et bien d'autres, je vous demande d'accueillir Stéphanie Ricci, qui est responsable de toute la formation pour le groupe AXA. Et puis Nicolas Roland, qui est responsable de l'université d'Engie. Première question, c'est est-ce que, de ton point de vue, le temps est l'ennemi de la formation ? Je pense que ça dépend. Il y a différentes façons de voir les choses. Donc la façon dont tu la décrivais tout à l'heure, où effectivement, dans l'entreprise, les collaborateurs courent, ils sont sursollicités. Et pour reprendre des concepts de marketing, où on a share of wallet, par exemple, dans l'e-commerce, là, on a share of time and share of attention. Donc le temps disponible de collaborateurs est de moins en moins. Donc ça, c'est devenu tellement une ressource rare qu'en effet, eux-mêmes se plaignent du fait qu'ils n'ont pas le temps de se former et d'apprendre continuellement. Mais en réalité, je pense que c'est pas ça le vrai ennemi, en tout cas pas le seul, car de mon point de vue, derrière ça se cache un autre souci qui serait plutôt un problème de priorité. Parce que nous savons tous, comme dans notre vie à nous tous, que quand on veut, on trouve le temps pour faire les choses. Et donc pour moi, c'est un sujet de priorité d'une organisation, de n'importe quelle organisation, et de clarté de l'organisation vis-à-vis de ses priorités. Parce que si on dit que développer les compétences en entreprise pour mettre ses collaborateurs en mesure de succès et pour préparer leur avenir, pour les aider dans leur employabilité, etc., qu'ils soient internes ou externes. Le vrai sujet, c'est un sujet de priorité et de clarté. Et donc, une organisation qui permet à l'ensemble de ses collaborateurs de prendre du temps pour se former, puisque ce n'est pas naturel encore, ce n'est pas dans les mœurs, parce qu'on a plein de choses à faire. Je pense que c'est là, à mon sens, le cœur du sujet aujourd'hui. Le temps est l'ennemi de la formation ? Alors, je crois que c'est Zirieb qui a commencé en disant il faut être en capacité de travailler sur les temps courts et les temps longs. Donc je vais répondre à la Zirieb. Il faut travailler sur les temps courts et les temps longs. À la fois, effectivement, on est dans une logique, je pense que l'apprentissage par définition, et Cécile l'a dit aussi tout à l'heure, il y a un temps pour l'apprentissage. On ne peut pas... je veux bien travailler sur développer... des collaborateurs pour qu'ils deviennent ou créer les conditions plutôt pour qu'ils deviennent des data scientists ou des techniciens de maintenance d'une éolienne.
Je ne suis pas sûr que je puisse le faire sur, idéalement, les 2 jours que, en fait, on me laisserait disponible pour pouvoir faire à la fois qu'un collaborateur lambda devienne un data scientist éprouvé et un technicien de maintenance d'une éolienne. Donc on a une nécessité quand même dans le temps. On parlait tout à l'heure de l'ancrage. Effectivement, il y a d'abord la capacité d'absorption des collaborateurs, et ça c'est quand même à un moment donné aussi une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc je pense que la formation nécessite du temps, le learning d'une manière globale et l'apprentissage nécessitent du temps, et qu'il faut qu'on fasse avec. Après, il faut évidemment ne pas être dogmatique. Il faut aussi se conforter en fait au rythme des organisations. On voit bien qu'on est dans une accélération en fait des rythmes du changement de la plupart des organisations dans lesquelles on est, et donc il faut qu'on soit en mesure, probablement beaucoup plus, de s'adapter en fait finalement à ces types de rythmes, et donc de trouver probablement des modalités de distance, enfin modalités d'apporter des solutions ou des modalités de déploiement des formations qui peuvent être d'une manière ou d'une autre différentes. Le principal risque que je vois, en fait, si on l'analyse plus profondément, c'est le fait de vouloir mettre tout dans tout. Et c'est un peu quand tu dis prioriser, il y a probablement des priorisations dans les sujets en fait qu'il faut aborder, mais aussi dans nous-mêmes les formations qu'on suit ou que l'on construit plutôt, ne pas se dire je vais tout faire apprendre à un collaborateur parce que je l'ai pendant 2 jours, donc en fait je vais lui expliquer de fond en comble comment faire tout de tout. Et ça, en fait, c'est plutôt le risque, j'allais dire, du métier, et il faut qu'on s'assure finalement d'être en capacité de bien pouvoir maîtriser le contenu. Lorsqu'on a préparé cette séquence, tu m'as dit que tu attachais beaucoup d'importance aux mots et qu'il y avait du sens derrière les mots et qu'il fallait bien les choisir. J'aimerais bien que tu repartages ce qu'on s'était dit. Oui, alors c'est aussi parce que je suis américaine et italienne, donc alors je ne choisis pas toujours les bons mots, surtout en français. Mais on parlait en particulier du mot du terme formation. Donc on parlait de la fonction de la formation, et moi je disais que j'utilise pas ce terme. Par exemple, quand je décris mon rôle, je ne parle quasiment jamais, je ne dis pas que je suis en charge de la formation, je parle du learning. Et pour moi c'est important parce que, en tout cas, la représentation que moi j'ai, je ne suis pas une spécialiste du learning, j'y suis arrivée un peu plus tard, n'est pas celle qui correspond avec ma vision des enjeux de cette fonction. Donc le learning est en anglais, donc ça veut dire apprendre, comme tout le monde le sait. Et c'est pas la même chose vis-à-vis des enjeux, notamment que a cette fonction. On n'est plus dans les mêmes enjeux. Donc on n'est plus, par exemple, sur des enjeux de mettre à disposition des super cours. Évidemment que ça en fait partie. Mais je pense que l'enjeu est plutôt comment on crée une culture au sein de l'organisation. En tout cas, c'est ça qu'on essaye de faire chez AXA, une culture qui est bâtie sur le continuous learning, donc la capacité d'apprendre continuellement. Il y a un proverbe en anglais, on dit teaching people how to fish, au lieu de leur donner les poissons, je ne sais pas si on dit en français, mais c'est exactement le même concept. Donc c'est de créer dans une organisation la capacité de nourrir l'appétit inné que chacun des collaborateurs a, et de mettre à disposition un écosystème qui soit culturel, managérial, technologique, ainsi de suite, qui puisse permettre et favoriser d'une part la prise de conscience, mais aussi la nécessité d'apprendre continuellement. Et donc je pense que là, par exemple, la fonction, elle change radicalement, et elle n'est plus du tout dans le design pédagogique, par exemple, ce qui était... Enfin, c'est encore le cas, hein, je ne dis pas que... Mais elle s'oriente plus sur une fonction qui doit créer une vision, qui doit la communiquer, qui doit impulser un changement, l'accompagner, le comprendre, qui doit mobiliser l'ensemble de l'entreprise ou de l'organisation. Donc ça devient pas, c'est un sujet qui n'est même plus isolé dans la fonction learning, c'est un sujet qui appartient à tout le monde et qui doit appartenir au plus haut niveau, au business. Enfin, donc ça change radicalement, je pense, la façon de regarder le sujet.
On parle beaucoup de la formation qui accompagne la transformation des organisations. De ton point de vue, Nicolas, comment est en train de se transformer la formation aujourd'hui ? C'est quoi les grands enjeux des équipes formation ? Je pense qu'il y a au moins 4 enjeux qui sont assez clés aujourd'hui dans la logique de la formation ou de l'apprentissage, du learning, comme tu disais Stéphanie. Je pense que le premier des gros enjeux, c'est quand même d'être en capacité d'adapter le contenu aux changements qui sont les changements que vivent les entreprises. Et ça serait quand même un peu anecdotique que de dire que ce n'est pas important. C'est-à-dire que la logique de se dire aujourd'hui, si je prends l'exemple d'Engie, on est dans une entreprise qui vit dans un environnement dans lequel le milieu énergétique est quand même, ça fait partie des quelques événements de ces dernières semaines est quand même assez challengé. On voit qu'on est dans un monde de plus en plus décarboné, dans un monde de plus en plus décentralisé, dans un monde de plus en plus digitalisé. On a un vrai besoin de s'associer finalement au changement de l'organisation et au changement de la stratégie des entreprises pour proposer du contenu, que ce soit dans les techniques, mais aussi dans le leadership, qui soit en association par rapport à ça. Le deuxième gros enjeu que j'identifie est un enjeu, et Cécile l'a balayé d'une manière brillante tout à l'heure, qui est de diversifier les modalités d'apprentissage. Je pense qu'on ne peut pas être en mesure, et c'est le lien avec le temps que je faisais tout à l'heure, on ne peut pas être en mesure, dans un premier temps, de se dire, dans un monde en pleine mutation, une entreprise en pleine transformation, tu auras le droit à tes 2 jours de formation par an, et encore, si tu viens, parce que je pense que la France est un des champions d'Europe du taux d'absentéisme en formation, donc toute entreprise confondue, dans le CAC 40 en particulier. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est-à-dire comment on est en capacité de créer des conditions pour que les collaborateurs puissent avoir accès, idéalement le moment venu, c'est-à-dire quand ils en ont besoin, et où, quand l'organisation en a besoin pour eux, d'avoir accès aux connaissances et aux compétences qui feront leur métier et qui feront peut-être les métiers pour demain. Donc il ne faut pas oublier que la formation, comme l'apprentissage d'une manière globale, est un investissement, et donc la plupart du temps, tu te formes pour aujourd'hui, mais surtout tu formes les gens pour demain. Donc être en capacité de multiplier les opportunités d'apprentissage, ça veut dire tout ce qu'on a pu voir, que ce soit dans le MOOC, que ce soit dans la digitalisation, comme ce soit d'autres événements plutôt en présentiel ou en blended qui permettent finalement d'avoir accès par un moyen ou par un autre à la formation. Le troisième enjeu, ce serait plutôt de se dire comment on est en capacité, et ça je pense que ça touche ce qu'on a pu voir dans la digitalisation RH d'une manière globale, la personnalisation. C'est-à-dire que, à la fois dans la capacité que j'ai de connaître qui sont mes collaborateurs et de leur pousser finalement la formation qui est la plus adaptée à eux, ce qui est quand même la contre-nature de tout ce qu'on a pu voir en formation et en RH d'une manière globale, qui était plutôt une logique collective, en se disant vous faites partie du département formation, vous faites partie du département je sais pas, comptabilité, donc toute la comptabilité a besoin de se former à ça, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre expérience, quel que soit votre niveau, vous allez tous suivre la même chose, vous commencez tous au même endroit, vous finissez tous au même endroit. Là, on est beaucoup plus dans une capacité de se dire comment finalement je te propose quelque chose par rapport à ton expérience, par rapport à ton niveau, qui va te servir dans ton job aujourd'hui et à la limite dans ton job demain. Et comme on en parlait tout à l'heure, comment on est en capacité de travailler sur l'ancrage mémoriel qui est différent pour chacun, à la fois sur les styles d'apprentissage, mais aussi sur la capacité que peut-être certains vont avoir de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc la personnalisation de l'offre reste pour moi un vrai enjeu. Et en fait, le dernier enjeu, pour reprendre ce que vient de dire Stéphanie, c'est l'enjeu de la culture du learning. Je pense que tout simplement aussi, tout à l'heure je parlais du taux d'absentéisme en formation, un deuxième gros enjeu qu'on a pour, et je vais utiliser un mot que j'utilise à Essian, pour combattre en fait cette notion de se dire que beaucoup des collaborateurs, lorsqu'ils sont en formation, je vous demanderai, si vous voulez, de faire ce petit test pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les salles de formation, de demander pourquoi les gens sont là. Et la plupart du temps, ils vont vous dire « mon manager m'a demandé de venir », « mon RH m'a demandé de venir », et je ne sais pas. Je ne sais pas, voire je ne sais pas de quoi parle cette formation, voilà, mais j'y suis, et de temps en temps, ils disent parce que j'ai envie d'apprendre. Donc voilà. Donc je pense qu'on a envie finalement aussi dans cet enjeu de la formation, toujours dans ce contexte que j'ai décrit tout à l'heure, de donner envie aux gens d'apprendre. Il faut qu'on redonne l'appétit aux gens de se développer et d'apprendre. Et ça passe par une culture qui est de créer des conditions optimales
pour que les gens comprennent la nécessité et la limite, l'envie d'apprendre. Alors Stéphanie, pour les collaborateurs qui savent pourquoi ils vont dans une salle de formation, c'est quoi aujourd'hui l'attente essentielle d'un collaborateur en matière de formation, en matière de son département formation ? Effectivement, il y a différentes catégories de collaborateurs et de niveaux d'attente, mais pour ceux qui ont déjà des attentes, déjà c'est super. Et cela, je pense que c'est plutôt aujourd'hui de l'ordre de faire en sorte que la formation, vous me faites utiliser ce terme, que les opportunités d'apprendre puissent se tisser tout au long de la semaine de travail, par exemple. Donc, in the flow of work, ça je pense que c'est une attente qui, même si elle n'est pas évoquée, elle va être de plus en plus soulignée parce que c'est juste impossible sinon de le vivre aujourd'hui. Donc, par rapport à cette attente, effectivement, il faut qu'on ait des formats courts, des formats snackable, donc bite size, qui sont utilisables tout au long de la vie dans une semaine de travail. Parce qu'on ne peut pas prétendre non plus que tout le monde puisse apprendre le week-end, le soir, etc. Première chose, donc voilà, compatible avec la semaine. Deuxième chose, je pense qu'il y a un élément de... pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on va du modèle push au modèle pull, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était ma RH, mon manager me disent de faire ça. Quand on parle d'une entreprise apprenante, c'est justement l'inverse qu'on essaye de bâtir, où le protagoniste du changement et de son propre destin et donc de son avenir, c'est le collaborateur lui-même. Et donc le modèle est un peu à la Spotify, enfin on en parle souvent, mais c'est ça, c'est j'ai envie de consommer parce que là j'ai du temps, là je sens que j'ai un besoin, et en réalité c'est ça qui devrait se passer, c'est lui qui devrait être en mesure de savoir de quoi il a besoin, et donc on doit le mettre en condition de se servir dans la mesure du possible, ou de se servir en tout cas, ou de leverager l'écosystème dans lequel il est. Et le troisième, je dirais qu'il y a un troisième, c'est la reconnaissance, parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si l'entreprise ne donne pas une valeur spécifique à l'acte d'apprendre, qui demande du temps, comme on l'a tous dit, ça demande du temps. C'est pas possible de juste aller même dans une salle et puis passer à autre chose s'il n'y a pas ce moment de, moi je l'appelle mindful learning, où on se pose, qu'est-ce qu'on a appris, et puis on l'utilise, comme disait effectivement Cécile tout à l'heure. Donc la reconnaissance, c'est parce qu'on en a besoin encore quand on est dans un mode où ça ne se fait pas naturellement. Et donc, quels sont les systèmes de, je ne dis pas récompense, mais de reconnaissance pour tous les collaborateurs qui nourrissent cet appétit et qui le démontrent aux autres et qui impulsent au sein de l'organisation ces modalités, ces nouvelles habitudes d'apprentissage. Et pour ceux qui n'ont pas des attentes, c'est triste, mais c'est vrai, c'est réel, ça existe. Et là, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de sensibiliser par rapport à l'importance d'apprendre continuellement, pour toutes les raisons qu'on connaît, et puis aussi pour des raisons qui sont autour de l'épanouissement. Parce qu'on est des êtres humains, on apprend depuis le moment où on est né, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous rend... la curiosité, elle est humaine, la nécessité d'apprendre, elle est fondamentale, et on l'oublie bizarrement quand on rentre en entreprise parfois. On fait tout ce qu'on doit faire, mais on ne se laisse pas le temps pour apprendre et continuer à se nourrir. Nicolas, est-ce que l'offre de formation dans les entreprises, c'est en train de devenir un critère d'attractivité auprès des candidats ? La promesse que font les entreprises sur la capacité qu'ils ont de faire grandir les collaborateurs qui rentrent chez eux, c'est plutôt une tendance du marché. C'est de se dire finalement, on sait très bien, et aujourd'hui c'est maintenant un fait, on le sait bien évidemment que la plupart des collaborateurs ne vont pas rentrer en étant dans une fonction X et grandir tout au long de leur vie dans cette même fonction jusqu'à arriver à un certain niveau et attendre la retraite.
hein, ce qui pouvait être un schéma classique. Je ne veux pas dire que c'est le schéma de tous, mais ce qui était un schéma classique des années précédentes. Je me dis qu'on a une logique aujourd'hui à avoir un vrai levier d'attractivité pour les collaborateurs, ou pour les candidats plutôt, excuse-moi, parce qu'ils ne sont pas encore dans l'entreprise. Donc pour les candidats, de venir. Et je pense que du coup, pour faire le lien avec ce que vient de dire Stéphanie sur le sujet des différentes modalités et de qu'est-ce qu'ils attendent, je pense que c'est un bon moyen aussi de faire le lien entre ce qu'attendent les collaborateurs et ce qu'attendent les candidats, parce que le moment de l'apprentissage et de la formation, la plupart du temps, c'est aussi un moment d'opportunité pour les collaborateurs qui viennent de s'ouvrir à autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur quotidien de travail. C'est aussi d'ailleurs ce qu'ils demandent la plupart du temps, en se disant ce qu'ils veulent vivre, c'est de l'expérientiel, c'est de vivre quelque chose qui est une expérience et qui d'ailleurs d'un point de vue pédagogique est souvent beaucoup plus fort en termes d'ancrage, parce que tu vas travailler sur les sens, les plus loin sens, et tu vas travailler finalement de temps en temps sur les émotions, et donc ta capacité d'apprentissage est beaucoup plus développée dans ces moments-là. Et aussi parce que c'est un moment dans lequel la plupart du temps les gens se rencontrent. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du digital, et il faut aussi ne pas oublier, comme le disait tout à l'heure Cécile, de revenir sur du basique qui est peut-être différemment du présentiel. Nous, on a beaucoup travaillé sur des campus éphémères où on réunit pendant une semaine une multitude de collaborateurs autour d'une multitude de programmes. Finalement, ce sont ces événements-là qui, à la fin, sont les plus valorisés par les collaborateurs, même vis-à-vis des candidats externes, parce que justement, c'est des moments de rencontre et d'apprentissage collaboratif. Une initiative ou une expérience, une réalisation dont tu es fier chez AXA? Alors, moi, je suis beaucoup dans l'expérimentation parce que je pense que comme on est en train de réinventer un peu l'avenir, et donc dans la fonction et de manière générale, je pense que toutes les fonctions le font, mais en tout cas, pour la nôtre, c'est fondamental. Et alors, on a lancé une initiative il n'y a pas longtemps qui avait donc pour objectif de créer, de remettre au centre de la compréhension de tous l'importance du learning, pourquoi c'est important, comment on peut apprendre de façon différente, comment on peut apprendre de différentes façons. Et donc on a lancé une sorte de Learning Olympics, qui ont duré 5 semaines. On les a appelés les AXA Learning Games. Et c'était une série de challenges, semaine par semaine, des challenges très différents sur une app digitale, où on a réussi à recréer un peu notre écosystème, avec beaucoup de gamification, mais avec des contenus aussi d'intérêt et de profondeur. Donc c'était pas juste un truc light pour faire plaisir, mais il y avait de la substance. Et on l'a fait d'une façon... ou alors moi, venant du marketing, on a utilisé beaucoup de leviers de marketing pour faire en sorte que ça devienne presque viral en interne. Ça a eu beaucoup de buzz, et je pense que ça a culminé en la première journée Global Learning Day chez AXA. Tout ça est mondial, donc avec l'ensemble des entités, 165 000 collaborateurs dans le monde, dont leur entité ont goûté à des façons d'apprendre très différentes. Et cette journée-là, on a eu une cérémonie de remise de prix pour les grands gagnants. Donc ça a été un très bel événement dont on a beaucoup parlé en interne et aussi un peu sur les réseaux sociaux. Mais voilà, et je pense qu'on va sans doute refaire d'autres éditions comme ça, et puis changer et tester d'autres façons de porter ces sujets au cœur de l'entreprise. On a passé l'année dernière le cap des 51% de formation réalisée en digital versus 49% en présentiel. Donc je vais parler plutôt du présentiel. En fait, on a ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Dans notre enjeu en fait de transformation d'entreprise, on a eu un gros enjeu de décentralisation, la capacité qu'on a d'apporter finalement des formations au plus près du terrain, et notamment pour des managers et des cadres supérieurs. Et donc du coup, on a créé ce petit concept qu'on appelle UCamp, sur la capacité qu'on a finalement à créer des campus éphémères, la plupart du temps dans des hôtels, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir à la fois des salles disponibles et des chambres. Et donc du coup, pendant une semaine, 5 jours, on se déplace, c'est aussi itinérant,
un peu partout dans le monde. On réunit autour de entre 500 et 1000 collaborateurs sur entre 20 et 30 programmes de formation durant une semaine, en leur proposant durant la journée des formations et durant les soirées à partir de 17h30, soit des marketplaces, soit des Q&A avec des membres du COMEX, soit des jeux aussi, des escape games sur les sujets de la révolution énergétique, enfin des moyens de connecting people, qui reste quand même une des philosophies de base de l'apprentissage moderne, et de s'assurer finalement qu'on crée une culture, encore une fois, du learning. Je pense que c'est un des enjeux qu'on a en commun et que beaucoup d'autres entreprises ont aujourd'hui.